Bienvenue au podcast Mystique. Aujourd'hui est un épisode bonbon, un petit cadeau qu'on s'offre parce qu'on avait envie de parler de l'astrologie d'occupation double. Et donc, j'ai invité deux astrologues pour en parler avec moi, Maude Vallière et Laurie Lévesque. Et là, ça va être différent de ce à quoi vous vous attendiez. Vous vous dites, astrologie d'occupation double, on va parler des candidats de cette année, on va faire une compatibilité amoureuse. Mais non, on ne va pas là parce que il nous manquait d'informations afin de bien faire notre travail. Et non seulement ça, on s'est dit que plutôt que d'aller dans la compatibilité amoureuse, pourquoi ne pas à la place faire la carte du ciel d'occupation double en tant qu'entité en se fiant sur le premier épisode qui a été diffusé en 2003. Donc, on a la carte du ciel d'OD et on peut retracer son histoire en regardant quels étaient les événements marquants à travers les années et faire des corrélations avec l'astrologie. C'était un épisode fascinant à enregistrer. J'aurais plein de conseils à donner à OD, on dirait. Puis, c'est vraiment comme un petit plaisir qu'on s'est offert, en fait. Et vous allez voir qu'au début de l'épisode aussi, on parle de compatibilité et des différentes techniques qui peuvent être utilisées. Et pourquoi on a décidé de ne pas faire ça cette année, en fait. Donc, je vais faire ce cours étant donné que c'est un épisode dans lequel il y a beaucoup d'informations. Si vous vous intéressez à l'astrologie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Si vous aimez Occupation double, et même si vous n'écoutez pas cette saison-ci, vous allez pouvoir y trouver votre compte dans l'épisode d'aujourd'hui. Et petite chose que je voulais vous mentionner aussi, by the way, on est disponible sur YouTube, c'est-à-dire que si vous voulez écouter, visionner l'épisode, en fait, vous pouvez le faire sur YouTube. C'est pas seulement disponible en version audio. Si vous voulez supporter le podcast, faites juste commenter, envoyez ça à votre meilleur ami, simple de même. Et dernière chose que je mentionne, restez à l'affût parce qu'au cours du prochain mois ou des prochaines semaines, je devrais dire, on va annoncer deux nouvelles offres, je vais dire ça comme ça. Donc, il va y avoir une série d'ateliers pour le début de 2024 qui s'appelle « Le Passage ». Donc, 3 ateliers, un sur le tarot, un sur l'astrologie et un sur le yoga, en fait, un cours de yoga. Et c'est vraiment des ateliers pour nous aider à nous ancrer pour un passage plus en conscience dans la nouvelle année. Ça fait plusieurs années que je le fais et à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Cette année, pour celui sur l'astrologie, je vais être accompagnée de mon amie Geneviève Boulet. Et aussi, le niveau 2 de la formation d'astrologie zodiaque s'en vient très bientôt. Donc, c'était les seules petites annonces que j'avais à vous faire. Restez à l'affût pour tout ça et plongez avec nous dans ce délicieux rabbit hole sur l'astrologie d'occupation double. Pour retracer l'histoire d'Occupation double, j'ai avec moi 2 astrologues. J'ai Maude Vallière et Laurie Lévesque. Donc, voulez-vous vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas? On va commencer par toi, Maude. Bonjour, Allô? mon nom c'est Maude. Je suis astrologue traditionnelle. Je pratique l'astrologie depuis 2015. Je dirais, en plus de ça, que je suis une fille de communauté. J'aime créer des espaces d'apprentissage à l'astrologie. Je suis aussi enseignante d'astrologie. Puis de créer des espaces d'échange autour de l'astrologie aussi. Donc voilà, je pratique l'astrologie traditionnelle qui est la source de l'astrologie, qui a quand même des liens avec l'astrologie moderne, évolutive que toi tu pratiques. Donc on va pouvoir voir des petites différences peut-être aujourd'hui pendant l'épisode. J'adore ça. Ouais. Puis c'est rare parce qu'habituellement, c'est plus d'autres astrologues évolutifs. Bien, surtout parce que je travaille beaucoup avec Geneviève Boulet, qui est aussi astrologue évolutive. Fait que c'est cool d'avoir une perspective un peu différente. C'est comme si on parlait la même langue, mais pas le même dialecte. Exactement. On finit par se comprendre. Ouais. Puis pour toi, Laurie? Oui, ben je trouve ça le fun de passer après Maude parce que ça complète. En fait, moi, je suis astrologue depuis peu. J'ai
je me suis formée dans la dernière année. Tu sais, ça fait un petit bout que je m'intéressais à l'astrologie, mais que j'ai vraiment commencé à pratiquer ça de façon plus assidue dans la dernière année. Puis je me suis formée, entre autres, avec vous deux. J'ai suivi la formation Zodiac avec toi, Vanessa, puis j'ai suivi 2-3 formations avec Maude aussi, là, sur les maisons astrologiques, sinon sur les techniques d'analyse du temps. Donc, c'est nouveau. J'offre des services de lecture de cartes du ciel, puis je vais en offrir plus peu à peu, mais ouais, ça... C'est vraiment un monde fascinant, là, j'adore ça. Ouais. C'est un puits sans fin. Oui. Ouais. C'est un puits sans fin Portail. Oh oui. Un petit rabbit hole dans lequel on adore plonger. Et si les gens veulent vous retrouver, que ce soit pour vous suivre sur les réseaux ou prendre un rendez-vous avec vous, je vais tout mettre dans les notes du podcast. Et on n'a pas que l'astrologie comme passion en commun. On a aussi occupation double. Yes. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre relation à OD? Donc, Laurie, veux-tu commencer cette fois-ci? Oui. Ben moi, c'est sûr que je suis la plus jeune ici. T'es née en quelle année? 1998. OK, au moins, t'es pas donc, dans les 2000. À chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est né passé 2000, je suis comme... Prends 2000. Oui, Mon Dieu! J'étais sur le bord, là, tu sais, Ok. plutôt en Sagittaire, là, pour ceux qui se connaissent. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'ai pas commencé à écouter Occupation Double dès la première année en 2003 parce que j'avais juste 5 ans. Mais j'ai quand même suivi... Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même suivi des saisons avant qu'il y ait la grande pause puis le retour avec Jay du Temple à Odé Bali. J'ai suivi certaines saisons puis j'ai toujours aimé ça. Depuis Odé Bali aussi, j'en ai pas manqué une. Là. C'est vraiment comme un peu une tradition à l'automne pour moi. J'aime ça, c'est léger puis ça permet de décrocher. Donc j'aime vraiment ça, suivre ça. Ouais. Moi, j'adore le concept des quotidiennes, en fait. Oui. Ouais. Que ça soit... Puis j'essaye de consommer de la télévision québécoise aussi, juste pour encourager ma culture, là. Ouais. Puis parce qu'il y a des bonnes choses aussi qui jouent, mais le concept d'avoir une émission à tous les soirs à la même heure, je trouve ça tellement grounding, tellement enracinant. Fait que juste ça, le petit rendez-vous quotidien me plaît bien. Et toi, Maude, est-ce que t'es une vieille de la vieille? Oh oui, moi j'ai écouté saison pas mal 1? Saison 1, toutes les saisons. Avec ma mère, c'était comme notre petit rituel quand j'étais plus jeune, je me souviens, je pense que j'étais au primaire quand j'écoutais ça, puis j'ai écouté toutes les saisons, sauf la dernière, celle où il y a eu beaucoup de drama, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui, j'en ai eu quelques effluves, donc je sais un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est ça, je les ai toutes écoutées, puis ce que j'aime de cette émission-là, moi, c'est surtout pas les voyages, pas les activités, les moments, c'est vraiment de les voir vivre leur réalité dans leur quotidien, tu sais, quand ils mettent des petites parties où on a des bribes de leur discussion, puis qu'on peut un peu voir la réalité entre guillemets, mais... Mais c'est leur réalité à ce moment-là, tu sais. Exactement. C'est ça l'affaire. Mais juste des petits bouts. Oui, c'est entrecoupé de montage. Un peu comme toi, j'ai commencé à écouter OD dans le temps, première saison, la deuxième aussi. Les premières, je les ai écoutées, puis j'ai arrêté, je me souviens plus quand, honnêtement. Mais pendant un long bout, j'ai pas écouté OD. Je pense en fait que quand Éric Salvaille est parti, j'ai arrêté de l'écouter. T'étais attachée à Éric. Oui, on a vraiment les mêmes valeurs, lui et moi, on est les mêmes genres de personnes. Donc, en fait, je pense que ça allait donner comme ça plus que d'autres choses. Ah, c'est pas vrai, Joël Legendre, je l'ai écouté. Moi, je l'aime, Joël. Oui. Anyways, ça pour dire que j'ai manqué au Bali, j'ai manqué le début de Jay du Temple, en fait, comme animateur d'OD. Puis je suis vraiment rembarquée sur le cheval avec OD chez nous. C'est vraiment la pandémie qui me dit comme « Ah, ce petit rendez-vous-là, justement, quotidien, va me faire du bien. » Puis j'ai tellement trippé sur cette saison-là d'OD, sur les gens. Moi, j'aime ça m'attacher aux gens dans les émissions. J'aime ça apprendre à connaître les participants et les participantes. Puis c'est vraiment les dynamiques psychologiques qui m'intéressent. Peut-être un petit côté, j'oserais dire, égocentrique, de me questionner à savoir qu'est-ce que moi je ferais dans leur position, tu sais, de me mettre à leur place puis de faire comme... Ah, OK, tu sais, c'était une situation complexe dans laquelle la personne est mise. Fait que le côté psychologique m'intéresse beaucoup. Et j'aime aussi observer comment ça fait naître des conversations dans la collectivité, tu sais. Juste l'année passée, la conversation autour de l'intimidation, ça a quand même eu un impact culturel sur le Québec, tu sais. Ben, c'est peut-être un peu intense ce que je viens de dire, mais comme ça a été une conversation qui a été présente. Fait que je trouve que ça soulève des débats importants parfois. Ouais. Et là, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, on a décidé de faire différemment cette année, OK?
On va pas faire de compatibilité. Je vous ai expliqué un petit peu pourquoi, mais on s'est dit que tant qu'à être là, 3 astrologues ensemble à parler d'astrologie, puis qu'il y a peut-être des personnes qui avaient soif d'entendre parler de compatibilité amoureuse en astrologie. On sait que c'est un des sujets qui est très populaire. On s'est dit qu'on allait expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a diverses techniques quand on parle de compatibilité amoureuse en astrologie, mais il y en a 2 principales qui sont plus utilisées. Puis je pense que ce que ça nous dit, en fait, si on fait un petit recul, c'est qu'il faut faire très attention avec les compatibilités amoureuses, de ne pas tomber dans le piège de la réduction à la simplicité. Ou est-ce que c'est facile de se dire « Ah, ben là, moi, je suis Scorpion, ma blonde est Sagittaire, on n'est pas un bon fit ensemble. » Il faut vraiment regarder l'entièreté des cartes du ciel pour se faire une idée de pas nécessairement de savoir si ça va-tu marcher ou ça va pas marcher, mais où sont les points forts, où est-ce qu'il y a des opportunités de croissance, où est-ce qu'il y a des potentiels de conflit, fait qu'avec quoi on travaille. Donc, on va commencer par parler de synastrie. En fait, c'est moi qui vais vous en parler. Les gens qui écoutent, en fait. Vous savez déjà. Mais synastrie, c'est pas mal la méthode la plus populaire, la plus connue quand on parle de compatibilité amoureuse. Puis c'est vraiment l'idée de prendre 2 cartes du ciel de 2 individus différents. Ça peut être plus que 2 personnes, mais on va simplifier la chose pour aujourd'hui. Fait qu'on a 2 cartes du ciel, puis on les met ensemble, une par-dessus l'autre, pour voir comment elles interagissent ensemble. Fait que c'est vraiment la comparaison de 2 cartes du ciel pour déterminer c'est quoi les forces puis c'est quoi les faiblesses dans une relation, ou on devrait dire les opportunités de croissance plutôt que des faiblesses. Fait qu'on analyse les positions de chaque planète dans les 2 cartes du ciel, puis comment elles se parlent entre elles. Puis ça nous permet de mieux comprendre les dynamiques et la compatibilité entre les 2 individus ou plus dans une relation interpersonnelle. Puis c'est important de nommer que, de manière générale, en compatibilité, c'est pas seulement romantique qu'on parle. On peut le faire avec un enfant, avec un professeur, avec je sais pas moi, un dentiste, whoever, OK? Donc, c'est pas mal ça, hein? Je veux pas aller trop loin non plus pour pas mêler les gens, là. Mais clairement, on se fie pas seulement qu'au signe solaire, puis on regarde toutes les interactions de toutes les planètes entre elles. Mais il y a une autre manière de faire des compatibilités qui est moins connue et qui, tout comme toi, Maude, est ma méthode préférée, qui est les composites. Oui, j'adore les composites. Là où est-ce que dans la synastrie, on a 2 cartes du ciel, une personne, une autre, dans la composite, on va venir faire fusionner les 2 cartes du ciel ensemble. Fait que c'est comme si on regardait la carte du ciel de l'entité de la relation. Ce que j'aime dire à mes clients, c'est comme si on venait faire fusionner vos 2 âmes ensemble puis qu'on venait voir ce que vous êtes venu vivre dans votre expérience humaine en tant que couple ou en tant que parent-enfant, en tant qu'ami, peu importe. Puis à ce moment-là, on va vraiment venir prendre les placements de chaque personne puis calculer la moyenne de leur placement. Ouais. Évidemment, le logiciel va tout le faire tout seul. Oui. C'est ça. C'est comme, c'est ça. Ouais. C'est comme une façon de voir qu'est-ce qu'on vient vivre comme dynamique ensemble, dans une carte. C'est tellement intéressant, les composites. Puis ça peut être très cool aussi de comparer les 2, tu sais, de faire une synastrie et de faire une composite, puis de voir en fait ce que les 2 ont à nous dire. Exactement. Donc, ce que je peux vous conseiller pour les gens à la maison qui écoutent puis qui sont comme, mais là, moi aussi, je veux faire ça avec mon chum, ma blonde, ma mère, mon père, whoever, ma meilleure amie. Vous pouvez commencer à faire vos recherches de votre côté, mais ça vaut la peine de demander à un ou une astrologue de le faire avec vous parce que je pense que c'est facile de tomber dans la crainte des fois quand tu vas dans les livres tout seul puis que dépendamment du livre que tu as choisi, il y en a qui sont beaucoup plus déterministes que d'autres. Puis pas seulement ça, mais tu sais, l'astrologie est un sujet populaire que les gens étudient parfois pour le plaisir, mais il faut pas, puis c'est bien correct là, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui en font un travail, une vocation, puis que c'est leur job de vous aider avec ça, tu sais. Fait que t'en offres, hein, toi, je pense. Oui, puis j'offre jamais la synastrie sans la composite. Je fais tout le temps les 2 ensemble. Moi, je trouve que c'est un beau blend. Puis je trouve ça intéressant aussi d'aller voir, tu sais, quand tu fais générer ta synastrie sur Internet, tu peux voir
des descriptions, puis je faisais un test récemment, puis je voyais des trucs genre, OK, la personne avec la lune va être agressive. Puis il y a vraiment des définitions qui sont prédéterminées quand on va explorer les livres ou sur le web. Limite fataliste. Oui, exactement. Comme, puis ça peut pas être universel. Pour moi, l'astrologie, c'est aussi très intuitif. C'est ce qu'on en comprend. Puis parfois, quand on débute, on a plus tendance à tomber dans l'astro-anxiété puis de se faire des histoires avec ce qu'on voit. Oui. Fait que ça vaut la peine d'aller voir un ou une professionnelle pour nous orienter là-dedans. Donc, la raison, comme on dit, pourquoi on n'a pas fait de compatibilité des candidats d'occupation double cette année, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur eux, on n'a pas leur heure de naissance, puis on s'est dit, ben tant qu'à ça, on va s'offrir un cadeau, on va retracer l'histoire d'occupation double en faisant la carte du ciel d'OD. On s'est basé sur la première émission qui a été diffusée le 18 septembre 2003, on dirait que je vieillis, il faut que je rapproche les choses de mon visage si je veux lire. Ça me faisait jamais ça avant. Donc, le 18 septembre 2003, à 8h p.m. à Terrebonne Beach, Québec. Parce qu'il faut savoir que c'est pas seulement des humains qu'on peut faire des cartes du ciel. On peut faire des cartes du ciel pour des événements, des entités, des pays, des mariages, des entreprises, etc. Puis d'une émission de télé aussi. Puis c'est tout le temps, le challenge, c'est tout le temps de déterminer quelle date on choisit pour faire la carte du ciel. Puis un exemple que je donnais, c'est... j'ai fait la carte du ciel de mon livre lors du tarot. Puis quand venait le temps de choisir la date, je me disais, ben là, c'est-tu la date que j'ai signé mon contrat d'édition? C'est-tu la date que j'ai fini l'écriture, qui a été envoyée sous presse, qui est sortie en librairie? Fait que la question, c'est laquelle est la plus significative en quelque sorte. Puis souvent, en astrologie mondiale, on va dire que c'est souvent la dernière date d'importance. Donc, dans le cas d'OD, on a décidé de choisir celle de la première émission qui a été diffusée. Ce qui fait en sorte que Occupation double, en tant qu'entité, a son soleil en vierge, comme beaucoup d'émissions qui commencent à l'automne, on s'entend. Fait que ça, c'est pas tant comme fascinant, spécial, on va dire, ou spécial. Mais c'est une émission qui est ascendant Bélier et qui a sa lune en Gémeaux. Fait que Occupation double et Vierge, ascendant Bélier, lune en Gémeaux. Très intéressant tout ça. Ouais. Donc, pour commencer, on s'est intéressé au fait que OD était ascendant Bélier. Qu'est-ce que tu auras à nous dire là-dessus, Laurie? Oui, bien, en fait, c'est ça, l'ascendant. Là, c'est sûr que on a des différents types d'astrologie autour de la table qui se ressemblent quand même un peu, mais tu sais, en astrologie plus traditionnelle, l'ascendant, on voit ça un peu comme l'identité profonde, la personnalité, le style. Et en étant ascendant Bélier, on pourrait dire que l'émission d'Occupation double est comme un peu pionnière dans les émissions de dating au Québec. Je sais qu'il y a eu Love Story un petit peu, mais je pense que ça a commencé un peu après, là. Je pense que c'est avant. C'était en même temps que comme Star Academy-ish. Okay. Oh, ça se peut que ce soit en même temps, je suis plus sûre. Mais bref, on s'entend que je pense qu'Occupation double a été plus populaire ou est demeurée, du moins. Mais clairement, c'est une émission pionnière. Oui, exactement. Au Québec. Sinon aussi, la production, en ayant un ascendant Bélier, la production a décidé de passer à l'action, justement de mettre en place ce nouveau concept-là. Ensuite, il y a le concept de compétition qui est associé au signe du Bélier, qui je trouve, tu sais, oui, OD, c'est une émission de dating, mais ça reste qu'au final, c'est une compétition. Le but, c'est de oui, trouver sa personne, de former un couple, mais quand même de gagner le grand prix à la fin, on va se le dire. Donc, le signe du Bélier qui aime les défis, qui aime la compétition, est vraiment présent dans l'identité de l'émission. Sinon, les participants qui s'inscrivent à l'émission d'Occupation double, c'est des gens qui, tout comme le Bélier, sont indépendants, qui prennent action. Justement, ils viennent passer l'audition, ils veulent faire partie de l'émission, puis ils arrivent là seuls. Ils ont du courage. Oui, ils ont du courage. Puis, ils arrivent là seuls. Puis, oui, à la fin, ils ressortent
peut-être en couple, peut-être pas, mais il y a quand même le côté indépendant du bélier aussi là, que je retrouvais. Ouais. Oui, puis un autre concept qui est intéressant à regarder, puis en passant, je vais trouver une manière de partager aux gens la carte du ciel pour qu'ils puissent la voir visuellement. Je vais la mettre soit dans les commentaires. Je sais pas si je peux mettre ça dans les commentaires sur YouTube. Ça se fait-tu mettre une photo? Si tu mets un lien, moi je fais ça dans mes épisodes de podcast. Je mets toujours un petit lien, une photo. Ouais. Je vais mettre un lien avec une photo, me trouver une manière de vous faire ça, là, parce que si vous voulez la regarder, ça peut aider. Mais donc, si on dit que Occupation double est ascendant bélier, on veut s'intéresser aussi au maître de l'ascendant. Parce que si l'ascendant, on peut le voir comme la motivation dans la vie de la personne, la direction dans laquelle la personne tend, ben, le maître de l'ascendant, donc la planète correspondante au signe de l'ascendant, ça représente le capitaine du navire. Fait que moi, comment je le vois, c'est notre carte du ciel, c'est notre navire. L'ascendant, c'est la direction dans laquelle le navire va. Et le maître de l'ascendant, c'est le capitaine qui nous aide à diriger ce bateau-là. Et dans ce cas-ci, la planète correspondante au bélier, c'est Mars. Donc, maître de l'ascendant est Mars. Mars qui est en poisson dans la maison 12. Donc, tous les défis et les obstacles rencontrés servent à trouver plus de force pour faire face à ses peurs et à générer un travail profond de remise en question pour définir sa réelle raison d'être. Fait que c'est comme si, en arrière de tout ça, la raison d'être d'OD est quelque chose de spirituel. Puis c'est très drôle de le voir comme ça parce que s'il y a un mot qu'on n'associe pas à OD d'habitude, c'est spirituel. Puis quand je dis spirituel, c'est pas « Ah, elle a fait brûler de l'encens avec ses cristaux dans sa brassière. » Tu sais, c'est pas nécessairement ça, mais c'est la raison pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu sais, c'est le sens qu'on donne à nos actions, en quelque sorte. Fait que je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, Mars en poisson peut parfois manquer de direction, tu sais, avoir de la difficulté à saisir sa propre direction parce qu'il est influencé par tous les autres courants qui sont autour, le poisson étant un signe super sensible. Donc, je pense que pour OD, c'est comme si, idéalement, cette émission-là, ou les gens qui sont à la tête de cette émission-là, auraient ce questionnement-là de ça sert à quoi notre émission? Qu'est-ce qu'on cherche à donner comme sens au travail que l'on fait? Qu'est-ce qu'on veut inculquer à la société, en quelque sorte? Puis au lieu de nous laisser influencer par ce que le public dit, parce que les boomers pensent que OD devrait être, bref, là, j'accuse les boomers, là, mais ça peut être plein d'autres personnes. Si on fait juste se recentrer sur notre centre à nous, puis nous concentrer sur notre mission que l'on se donne, c'est quoi les décisions qu'on prend, tu sais? Puis je pense que le pire ennemi d'Occupation double, c'est la passivité. C'est une des choses pour laquelle la production a été pointée du doigt à plusieurs reprises au fil des ans, fait que pas juste dans la dernière année. Puis, une autre chose à nommer, c'est que dans la carte du ciel d'OD, la planète Mars, qui est la planète de l'affirmation de soi, de la passion, désir, sexe, etc., est tout près de la planète Uranus, qui est la planète de la rébellion, des révolutions, de l'émancipation en quelque sorte, fait que de comment est-ce qu'on sort du conformisme pour être le plus soi-même possible. Donc, je pense que ce qui offre un énorme potentiel de créativité, d'excitation et de motivation à l'entité d'Occupation double, c'est sa capacité à prendre des risques puis à sortir des sentiers battus. Tu sais, à faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, puis ils l'ont fait dans leur début. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été un franc succès, c'est que ça n'avait pas encore été vu comme concept. Mais peut-être qu'au fil des ans, il y a un petit peu plus justement de passivité ou un peu moins de risque qui est pris. On reste un peu plus dans ce qui est confortable, connu, moins dans ce qui est contre-culture un peu, j'ai envie de dire, ou atypique. Puis je pense que ça rend pas service à OD de manière générale. Je pense que l'émission gagnerait à se la jouer moins safe. On va y revenir à la fin de l'épisode quand on va parler de nos prédictions futures pour OD ou des conseils qu'on donnerait en tant qu'astrologue.
Mais je pense que plus ils se laissent guider par la motivation spirituelle du sens qu'ils donnent à leur travail, puis plus ils prennent des risques d'être atypiques, de faire quelque chose qui va potentiellement choquer les gens, puis déconstruire des croyances établies dans la société, plus ils vont gagner à la chose. Puis je trouve que ce placement-là de Mars en Poisson dans la maison 12 peut se trouver aussi sous la perspective des candidats. On s'entend que sans candidat, il n'y aurait pas occupation double. Puis la maison 12 en astrologie est associée à plein de choses, dont l'auto-sabotage. Fait que je vois vraiment quelque chose de sacrificiel dans Mars en Poisson, de comme je me sacrifie pour quelque chose de plus grand que moi, au niveau des candidats qui ont le courage d'y aller puis de se montrer vulnérable comme ça, encore dans l'énergie du Poisson, de s'ouvrir totalement à ça. Là. Oui, puis tu sais, il y a un autre aspect qu'on peut enchaîner tout de suite avec, qui est en fait que Chiron, qui est le guérisseur blessé en astrologie, est directement sur le milieu du ciel qui représente la vocation ou ce qui est visible dans le public, si on veut. Et en opposition avec Saturne en Cancer dans la maison 4. Puis je sais que c'était l'affaire qui t'avait intéressée. Moi, quand j'ai vu ça, surtout si les gens voient la carte du ciel en même temps, ils vont voir que le milieu du ciel, qui est le petit MC dans la carte du ciel, est en conjonction exacte, donc au même degré, là, sont vraiment ensemble. Fait que, déjà, c'est sûr que c'est une grande opposition. Si on va décortiquer ça plus en détail, le milieu du ciel, tu le dis, c'est comment on est perçu dans le monde, c'est comment on œuvre dans le monde, dans notre propre carte du ciel. Fait que c'est comment occupation double peut être perçue sur la sphère publique. Puis je trouve que ça joue beaucoup quand c'est une émission, justement, avec un public qui le regarde. Puis pour moi, le milieu du ciel en Capricorne, c'est cette idée-là de l'ambition, de la reconnaissance. Fait que autant au niveau des candidats, autant au niveau de la production de l'émission, on veut être vu, on veut être reconnu, on veut grimper les échelons, prendre de la place dans la société. Puis quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on associe souvent le Capricorne aux traditions. Puis quand tu dis qu'à travers le temps, tu sais, l'émission revient, puis c'est comme si on est encore ancré dans les traditions du passé, tu sais. Fait qu'il y a vraiment cette image publique-là qui est ancrée à travers ça. Puis quand je pense à Chiron en Capricorne, Chiron qui représente nos blessures, l'archétype du guérisseur blessé, nos blessures, mais aussi notre plus grand processus de guérison qu'on va vivre dans notre vie. Fait qu'autant les candidats qui vont peut-être vivre une blessure de l'image publique. Chiron, excuse-moi, je peux pas le dire en français. Chiron, c'est drôle, oui, c'est ça. On entend les deux. Oui, c'est ça. Chiron en maison 10, pour moi, c'est ça, c'est la blessure de l'image publique, la blessure de vouloir être reconnu, tu sais, puis j'ai l'impression qu'ils la vivent, mais aussi ils viennent la guérir à travers l'expérience qui traverse à travers ça. Puis on a une opposition aussi, bon, comme tu le disais, avec Saturne qui se trouve en Cancer dans la maison 4, puis une opposition en astrologie, c'est souvent un symbole de dualité. C'est comme si on a une dualité entre qui je suis dans ma vie privée versus qui je suis dans la vie publique. Fait qu'on le voit à travers l'émission, évidemment. C'est aussi l'opposition entre le Cancer et le Capricorne, évidemment. Le Capricorne qui nous parle de reconnaissance, d'être plus terre-à-terre, peut-être d'avoir de la difficulté à être vulnérable sur la sphère publique. Tandis que quand on les retrouve à la maison, tu sais, dans leur petit lieu de... Comment dire, de séclusion. Petit, oui. Dans leur gros, dans le grand, de séclusion. Mais ils sont quand même pris. Ils sont quand même pris, là, c'est ça. 100%. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on a Saturne dans la maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, de la vie privée. Saturne, c'est la planète des limites, de la structure. Fait que cette idée-là d'être restreint, d'être pris entre quatre murs, puis de vivre des émotions avec Saturne en Cancer, d'être vulnérable, puis de sortir de sa coquille, puis de vivre des fluctuations, des up and down. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis d'être potentiellement pogné aussi dans ses émotions, tu sais, d'avoir de la difficulté à lâcher prise parce que justement, il y a peut-être la peur, parce que peur est aussi beaucoup associée à Saturne, la crainte du lynchage sur la place publique aussi. D'être mal vu, Moi, j'ai tellement de compassion pour ces... Autant qu'il y a des gens qui se sont fait ramasser, que j'étais comme moi, t'as un petit peu couru après, là, on s'entend. Mais ça cohabite avec une compassion que je me dis, hey, ça doit pas être évident. Puis tu sais, j'ai déjà eu, Mercure en Scorpion ici, j'ai déjà eu des propos assez directs et pas toujours doux envers certains candidats. Puis aujourd'hui, avec ma grande sagesse de personne de 33 ans, je le regrette. Tu sais, je me dis, hey, il faut avoir du guts pour se mettre out there de cette manière-là. Vraiment. Fait que, puis oui, c'est vraiment fascinant ce que tu viens de nous partager, Maude. Et finalement, il y a la Lune en Gémeaux aussi, que je trouve qui correspond tellement bien à l'essence d'OD et de son papillonnage. Vraiment. Parce qu'en fait, la Lune,
ça représente nos émotions, nos besoins, notre monde intérieur, les fluctuations de notre environnement aussi. Puis avec la Lune en Gémeaux, c'est comme si je perçois un besoin pour l'émission, pour la production, d'avoir des candidats qui ont des identités multiples. Tu sais, il faudrait pas que tous les participants soient pareils parce que au final, c'est ça qui donne un bon show. Puis aussi, on veut qu'il y ait des compatibilités, donc on met toutes les chances de notre côté. Puis sinon, comme tu le disais, Vanessa, l'aspect papillonné, je pense que c'est, si je me souviens bien, dans Haut des Grèzes, qui ont comme parti cette mode-là de dire, papillonner avec Renaud, si je me trompe pas, là. Mais oui, c'est ça, dans le fond, c'est le concept de l'émission d'aller papillonner, d'aller voir un peu partout avant de se décider. Puis avec le Gémeaux, on a vraiment cette idée-là de comme multiplicité. Donc d'aller voir toutes les options un peu en surface, puis après ça, décider comme vers où on va ou pas décider. Il y en a que des fois, c'est long un peu avant qu'ils décident. Sinon aussi, avec le Gémeaux, on a vraiment tout ce qui est communication. Tu sais, c'est un signe d'air, donc la communication, les échanges sont nécessaires dans cette émission-là pour trouver l'amour, pour connecter avec les gens. Il y a un grand besoin de changement, de flexibilité, de versatilité puis d'expériences multiples que je voyais pour l'émission aussi. Puis un besoin de légèreté. Tu sais, c'est une émission qui est légère, comme je le disais un peu au début, qui est pas nécessairement pas pertinente pour ça, mais c'est un concept qui est léger. Ils font des jeux tout le temps, là. Oui, c'est ça. Fait très Gémeaux, ça aussi. Vraiment. Ouais. Donc, puis en astrologie mondiale, puis je crois que ça s'appliquerait aussi à cet exemple-là. Quand tu fais la carte du ciel d'un pays, la Lune représente ses habitants. OK? Fait que c'est intéressant de transposer ça à Occupation Double, où est-ce que si la Lune de la carte du ciel d'OD est en Gémeaux, ça représente ses participants, en quelque sorte. Fait que je trouve ça cool que tu parles justement de la diversité des gens. Chose, encore une fois, qui a été beaucoup pointée du doigt. Que oui, diversité de centre d'intérêt, de type de personnalité, mais aussi au niveau physique, corporel, culturel, etc. Fait que, c'est intéressant aussi de voir comment, on dit souvent aux personnes, ta carte du ciel ne définit pas entièrement qui tu es. C'est, en tout cas en astrologie évolutive du moins, là, c'est un peu ton guide pour t'aider à naviguer ton existence. Mais c'est à toi de voir comment tu l'incarnes, ça. Puis ça arrive des fois qu'on n'incarne pas en 100% sa carte du ciel. Puis ce que Steven Forrest dit, en fait, qui est un astrologue évolutif, qui est mon enseignant, en fait, c'est que quand on sent que les choses vont moins bien, qu'on a peut-être plus d'anxiété ou que c'est la calamité. Tu sais, les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Ça peut être intéressant de voir si on est peut-être complètement désaligné de notre thème astral. Fait que peut-être que ça serait une bonne invitation pour faire comme « Hey, OD, regardez donc l'invitation évolutive, karmique de votre existence. » Puis voyez s'il n'y a pas mesure de vous aligner un petit peu plus avec les conseils que vous offre votre carte du ciel. Chaque placement peut aussi se présenter autant dans leur lumière que dans leur ombre. Fait que quand je t'écoutais parler du Gémeaux, puis j'avais quand même une petite cloche qui me disait le Gémeaux aussi dans son ombre, c'est celui qui part des rumeurs, le gossip, la petite stratégie. Fait qu'il y a ça aussi qu'on peut voir parfois. Oui, puis là, évidemment, c'est long, mais on n'est vraiment pas en train de dire que tous les Gémeaux sont gossip et hypocrites. Pas du tout. Mais j'ai du Gémeaux moi-même, donc... c'est ça. Moi aussi, Mars en Gémeaux. C'est vrai que j'aime un petit peu les gossips, par exemple. C'est pour ça que je l'écoutais à Le Mois qui passe en double. Il y a quand même un petit peu de ça. Puis Laurie, tu avais fait une observation aussi intéressante du fait qu'à chaque année, OD est toujours à l'automne. Donc, elle démarre la saison avec la saison de la Vierge et l'émission se termine durant la saison du Sagittaire. Puis ça fait comme un arc symbolique intéressant pour potentiellement nous expliquer comment les candidats vivent chacune des saisons astrologiques. Oui, ben c'est ça, je pensais à ça, puis je me suis dit, il y a vraiment comme un pattern astrologique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais avec les saisons pendant la saison d'Occupation Double. Donc, on commence avec la saison de la Vierge, qui est vraiment dans l'analyse, dans l'observation. Tu sais, les candidats, ils s'analysent entre eux, veulent pas, pour comme trouver le meilleur fit.
Donc ensuite, on tombe dans la saison de la balance qui veut connecter avec les autres, qui veut entrer en relation, qui veut échanger. Donc, il y a des couples qui commencent à se former, des amitiés aussi. Ensuite, on entre dans la saison du Scorpion. Yes. Là, on va... la maison de l'amour. Oui, c'est ça. La fusion. On rentre plus dans l'intimité. Ben peut-être, des fois. Mais on rentre plus... Oui, tu sais... C'est souvent à ce moment-là, en plus. Oui, c'est ça qui est drôle. Oui, mais c'est ça, on rentre plus dans des connexions plus intenses, plus profondes. On se dévoile plus aussi, tu sais, on le voit, plus les couples connectent à travers la saison, plus ils veulent en apprendre sur l'autre, puis pas juste du small talk, là, tu sais, comme... C'est là que souvent les twists arrivent, oui. Puis que l'ombre des personnes peut faire un peu plus surface, puis qu'il y a des sentiments de trahison des fois, tu sais, qu'il y a tout ce côté-là de la nature un petit peu plus tabou de l'être humain qui peut ressortir pendant cette saison-là. L'intensité émotionnelle aussi. Oui. Non, vraiment. Puis finalement, la saison du Sagittaire, là, on a la quête d'aventure. Tu sais, c'est comme si les candidats qui vont ressortir de l'émission sont en quête d'aller vivre une nouvelle aventure ensemble. La tournée des bars, ensuite. Oui, la tournée des bars, le voyage final. La tournée des bars. Moi, je pensais juste à l'aventure de la vie parce que, tu sais, oui, là, il y a eu une connexion dans l'émission, mais après ça, il y a la vie normale qui reprend son cours. Donc, aller vivre cette aventure-là qui est la vie. Aller à l'école de la vie post-OD. C'est ça. Ça veut dire quoi maintenant? Expérimenter la vie après avoir été sur la place publique comme ça. Oui, exactement. Puis on retrouve une liberté aussi, si je peux dire. Tu sais, là, il était comme confiné, un peu comme on disait tantôt, vraiment dans l'émission, mais là, c'est de retrouver sa liberté avec le Sagittaire, oui. Fascinant. J'adore ça. Et là, on va s'attaquer un peu plus aux saisons, aux dernières saisons, j'ai envie de dire, parce que là, on n'est pas retourné jusqu'à 2003 quand même, là. Sinon, ça aurait été une saison au complet. On va de la mémoire. C'est ça aussi. Sauf que c'est intéressant d'abord de voir que dans l'histoire d'Occupation Double, il y a eu plusieurs années, en fait 10 ans, durant lesquelles il y avait une saison à chaque année. Et en 2013, on a eu une pause jusqu'en 2017. Donc, il y a eu une pause de 4 ans qui concordait avec un transit de Pluton, la planète de la destruction, des transformations profondes, qui s'alignait directement avec le milieu du ciel que tu as nommé un peu plus tôt Maude, qui représente un peu le statut sur la place publique, comment c'est perçu par le public. Donc, c'est quand même fou de se dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une longue pause pour permettre à l'émission peut-être de se régénérer, transformer. Tout détruire pour reconstruire. Puis souvent, le milieu du ciel, quand on regarde dans une carte du ciel pour une personne, ça peut être souvent notre patron, des choses comme ça, c'est relié à notre carrière. Fait que je trouve ça intéressant qu'il y a aussi dans cette période, ils ont changé de diffuseur, ils ont changé de personnes qui étaient en contrôle dans l'énergie du milieu du ciel en Capricorne, justement. Là. Puis, tu sais, je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est majeur que OD ait changé de diffuseur. Tu sais, c'est comme... on associe beaucoup Maison 4, Maison 10 à papa-maman aussi. Fait que c'est un peu comme s'ils ont changé de famille, en fait. Parce qu'au départ, Occupation Double appartenait à TVA, à Québécois. Et c'est Julie Snyder qui a racheté le concept à l'époque pour V-Télé, qui est devenu ensuite Novo. Mais ce changement-là de plateforme était extrêmement symbolique pour Occupation Double. Et c'est à ce moment-là que... ah oui, puis t'en parlais comme transfert de pouvoir. Oui, exactement. Ce mot-là est tellement fort pour parler d'un changement de diffuseur avec Pluton sur le milieu du ciel. Changement d'image publique aussi. Tu sais, je dis souvent que le milieu du ciel, c'est un peu comme notre branding, notre image de marque. Fait qu'ils ont changé tout leur design, ils ont changé leur animateur, ils ont changé leur nom. Avant, on disait Occupation Double, puis là, c'était OD Bali. C'était ça, quand il est revenu, c'était Bali. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, c'est fascinant. Fascinant. Puis ça nous amène justement à parler d'OD Bali en 2017. Ouais, et puis un transit qui m'a marqué quand je regardais les transits pour OD Bali en 2017, c'est le transit d'Uranus en Bélier qui passait donc sur l'ascendant d'Occupation Double, si on se souvient, est en Bélier. Fait que Uranus, c'est vraiment la planète des
j'ai envie de dire, de la rébellion, des changements soudains, de défaire le statu quo. Puis ça a été une saison qui est vraiment venue déranger le public. Il y a eu beaucoup de colère contre la candidate Joanie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été une candidate qui était marquante dans cette saison-là. Puis il y a eu des propos racistes, des choses comme ça. Fait qu'il y a vraiment eu... Le couteau. Ouais. Oui. Tu sais, à m'amener à parler à quelqu'un avec un gros couteau dans les mains. Oui. Tu sais, ça rappelle Bélier. C'est comme Bélier étant le guerrier. Oui, c'est comme... Je vois vraiment une destruction, là. Ouais. C'est ça. C'est venu comme tout cassé. C'est un peu chaotique comme saison aussi, là. Oui, ben, je l'ai pas écouté, mais j'en ai tellement entendu parler. Il y avait aussi la méditation tantrique ou la respiration orgasmique, quelque chose comme ça. C'est tous des thèmes très associés, sexualité, premier chakra, qui vient déranger. Puis je pense aussi que ça témoignait d'une période de changement important, de redéfinition de comment on se présente, mais aussi d'impulsivité, tu sais. Fait que oui, OD avait comme un nouveau visage, autant, comme on disait, animation que le nom, que tout ça, mais cette saison-là a vraiment été marquée par la volatilité et l'impulsivité de certains candidats. La colère aussi, là, dans l'énergie du bélier. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis je voyais beaucoup aussi, il y a eu la première candidate pansexuelle, Jessie Nadeau, puis avec Uranus en bélier, tu sais, d'oser le changement, d'oser l'innovation, tu sais, c'était la première fois, je pense, là, qu'il y avait quelqu'un... qui l'affirmait, oui, c'est ça, je pense. Exact. Uranus dans la maison 1, c'est comme un genre de changement par rapport à l'identité aussi, comment tu t'identifies, fait que d'avoir des candidats différents, je pense que... Mais clairement, l'orientation sexuelle fait partie des manières de s'identifier. Là. Oui, donc, oui. Et ça nous amène à parler... On va pas parler d'eau des graisses. Je sais pas pourquoi on a décidé de pas en parler. Non, on n'a pas trouvé. Intéressant, les pauvres. Moi, je l'avais pas regardé, fait que déjà, j'étais comme... Moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Je m'en souviens plus. On dirait que c'est une des saisons qu'on parle moins à ce jour. Ça aurait été intéressant de regarder le pourquoi on en parle moins. Je pense que c'était plus tranquille après la saison intense de Bélier, de colère, de Joanie, puis de tout ça. Joanie. Mais pas juste Joanie, là, mais comme la saison complète était vraiment intense, je pense que celle-là était plus relax, tranquille. Mais je pense même au niveau des codes d'écoute, parce que si je me trompe pas, Audrey, on va le renommer encore, OD Afrique du Sud en 2019 a eu vraiment des très bonnes codes d'écoute. Donc, c'est l'année où est-ce qu'il y a eu de l'intimidation envers Kevin et une pétition contre la violence verbale. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on avait maintenant Saturne. Quand il y a eu la transformation, le changement de diffuseur, c'était Pluton. Mais là, quand Saturne s'en vient, pour moi, Saturne, c'est une planète qui nous invite à prendre nos responsabilités, qui vient nous restreindre, qui vient créer une fin, une séparation aussi entre nous et l'autre. Puis à ce moment-là, je pense que c'était Kevin qui avait reçu beaucoup d'intimidation, puis il y avait une pétition aussi, puis je suis allée voir la date exacte de quand la pétition était sortie. Dans les rabbit holes dans lesquels on peut tomber. J'adore. Puis c'était une pleine lune en taureau qui était exactement sur les nœuds lunaires de l'émission. Puis pour moi, les nœuds lunaires, je dis souvent que c'est comme nos attaches karmiques. Ça vient toucher au processus de notre âme, à ce chemin-là d'évolution. Fait qu'il y a quelque chose de très cathartique quand il y a une pleine lune qui se passe sur nos nœuds lunaires. C'est comme si c'est venu revirer un peu ce qui se passait dans l'émission, puis on l'approche d'une manière différente parce que je pense que cette saison-là est vraiment marqué le collectif d'Occupation Double, là, parce que c'est ça, après ça, on faisait plus attention à l'intimidation. Quoique, bon, on va y arriver à 2022, c'est revenu. Ben, ce qui montre pour moi quand tu dis ça, c'est que c'est aussi... c'était la première, je sais pas si c'était première opposition de Saturne. Donc, le Saturne natal est en Cancer. Puis là, c'était Saturne en Capricorne, puis on a l'opposition de Saturne. Okay? C'est une opposition qu'en tant qu'individu, on a tous vécu à l'adolescence, puis ça représente un moment de rébellion où est-ce qu'on, justement, se révolte contre l'autorité, souvent. On va le faire de différentes manières, puis il y en a pour qui c'est plus doux que d'autres, mais j'ai l'impression que c'était aussi un des plus gros moments, ou un des premiers gros moments où est-ce que le public s'est rebellé contre la production. Tu sais, qu'il y a eu ce moment-là de comme, hey, en fait, on a un pouvoir d'agentivité. Genre, on peut faire quelque chose pour dire que ça fait pas notre affaire, qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, ça a beaucoup plus été utilisé dans les saisons suivantes quand, écoute, avec Héloïse, puis sa tricherie, avec l'intimidation l'année passée. Fait qu'on l'a vu arriver à plusieurs reprises. Mais je pense que ça l'a comme mis la semence dans le sol de... Hey, en fait, j'ai droit à mon opinion, je peux me rebeller, puis je vais le faire. Fait que je trouve ça aussi intéressant que ça tombe
dans le cycle de l'opposition de Saturne. J'adore. Il y a aussi que dans OD Afrique du Sud, on a eu la première personne trans à participer à l'émission, Kate Lessard. Donc, à ce moment-là, on avait Jupiter en Sagittaire sur le Pluton natal en Maison 9. OK, ça pour les moldus qui nous écoutent, pour les gens qui veulent parler français et non astrologie. Ça vient challenger les idéologies du collectif en adressant certains tabous. Fait que c'est de dire, OK, on a toutes des manières de voir le monde, des systèmes qu'on utilise pour faire sens de l'univers dans lequel on gravite, de l'expérience humaine qui est infiniment complète. Mais là, on vient ajouter une wild card. C'est comme, pour beaucoup de gens, ça n'en est pas une, hein, parce qu'on n'est plus à l'aise avec ça. On le sait qu'il y a plein de types d'humains sur la planète, mais je pense que pour le commun des gens, pour des gens qui peut-être habitent pas à Montréal ou qui sont plus, qui sont moins confrontés à ça sur une base quotidienne, c'était très nouveau. Puis c'est vraiment venu faire shaker les choses, surtout de la manière que ça a été fait. Tu sais, au début, c'était pas vraiment dit, tu sais, c'était pas annoncé de prime abord, which is fine, by the way. Là, c'est pas quelque chose qui avait à être fait, mais je pense que c'est vraiment venu. En fait, ça le rend. Je sais pas si je peux dire ça, mais je vais essayer de le dire parce que je pense que même si ça n'a pas été parfait, ça a quand même joué un rôle sur commencer à démocratiser ou comme réconcilier les gens avec des concepts qui leur sont peu familiers. Puis tu sais, on l'a vu juste avec la présence d'Ali l'année passée, si je ne m'abuse. C'était vraiment moins un big deal. Là. C'était comme, OK, oui, tu sais. Ça existe. Ça existe. Fait que même si ça ne s'est pas fait parfaitement, je pense que c'est un rôle important et ça vient vraiment rejoindre ce qu'on disait au début de l'émission avec le Uranus proche du Mars natal de la carte du ciel d'occupation double, que quand ils prennent des risques puis qu'ils challengent le statu quo, c'est gagnant pour eux. C'est une bonne chose, puis c'est connecté à leur mission spirituelle en tant qu'entité. Parce qu'ils ont le pouvoir, tu sais, ils ont quand même un pouvoir sur le collectif de nous faire voir des choses qu'on verrait pas si on n'écoutait pas l'émission. Là, ils ont un énorme pouvoir d'influence, là, Occupation double. Puis je pense qu'il y a à plusieurs reprises, ils l'ont bien utilisé aussi. Tu sais, je pense qu'on est bon pour pointer du doigt où est-ce qu'ils trébuchent. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a aucun humain de parfait, il n'y a aucune entité de parfaite. Mais je pense qu'à certains moments aussi, ils ont bien fait les choses, tu sais. Fait que c'est cool de le nommer. Et ça nous amène à OD chez nous en 2020, qui a été Quelle mon bonne retour. saison. Quelle bonne saison. J'ai tellement aimé. Ils ont voyagé loin. Sur Mars. Oui, c'est ça. Les chanceux. Puis j'ai beaucoup aimé les candidats de cette saison-là. Et je pense que c'est encore à ce jour les candidats que j'aime le plus suivre sur les réseaux sociaux, je dois avouer. Puis c'était vraiment une ère de gloire pour Occupation double, tu sais, de par le fait que tout le Québec au complet était forcé de rester à la maison. Fait que c'est sûr qu'on avait peut-être plus la tête à se divertir avec ce genre d'émission-là. Mais l'ère de gloire tombe avec un transit qui est quand même important pour OD, qui était que le Mars... le Mars, à ce moment-là, était en Bélier. Donc, Mars tombait sur l'ascendant d'Occupation double et Jupiter était directement sur le milieu du ciel. Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup de drive dans l'idée d'être vu, d'être perçu, puis de prendre de la place. Avec Mars sur l'ascendant, mais aussi avec Jupiter qui tombe sur un endroit où est-ce que... c'est comme s'il y avait une loupe qui était mise sur l'espace que prend l'émission sur la place publique. On a vu énormément de codes d'écoute pendant cette saison-là. Tu sais, c'était vraiment, comparativement à d'autres saisons, c'était quelque chose qui était, j'allais dire remarquable, on peut dire ça, là, mais il y avait notable. Un gros engouement. Là, il y avait un gros engouement. Puis aussi que le nœud sud, donc le nœud sud, c'est quelque chose que l'on purge, qu'on délaisse, qui nous est enlevé en quelque sorte aussi, était dans la maison 9 qui est associée au voyage. Et c'est l'année qu'on a eu les fameux voyages virtuels. Fait que c'est quand même drôle de le voir comme ça. Là. Sinon, il y avait aussi le placement de Vénus en Cancer. Le fait de valoriser
valoriser le fait d'être à la maison, en fait, d'être au Québec, d'être chez nous. Puis aussi, il y a beaucoup de couples de cette saison-là qui sont encore ensemble. Ouais. Puis on a même eu le... Premier bébé. Oui, premier bébé d'Odé. D'ailleurs, je pense qu'ils en attendent un deuxième s'ils ne l'ont pas déjà eu. Carl avec un C, puis Andréane. Ah, Oui. j'aime pas ça, moi. Oui, oui. Félicitations. Oui, puis il y a des couples, tu sais, Vincent et Noémie aussi, les grands gagnants sont encore ensemble. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de couples aussi qui se sont formés, puis qui ont duré là, dans cette saison-là. Puis je trouve ça intéressant qu'avec cette année-là, où est-ce que la carte du ciel de OD, Vénus est en cancer, la carte du ciel de cette saison-là particulièrement, et c'était probablement une des années où c'était le moins bien vu de papillonner. Oui. Qui est un peu dans l'essence d'occupation double avec la lune en Gémeaux. Tu sais, on peut penser à développer des connexions avec différentes personnes, mais cette année-là, Vénus en cancer, c'est comme non, je veux de la sécurité, je veux de la stabilité, puis je veux qu'on développe quelque chose qui va être fertile à ce que quelque chose en ressorte pour de vrai, tu sais. Fait que les connexions émotionnelles étaient vraiment mises de l'avant là, avec Vénus en cancer. Puis un truc que j'ai remarqué immédiatement en regardant les transits de cette saison, c'est vraiment mon sujet de prédilection en ce moment, Lilith, qui est en fait pas une planète, mais plutôt un point sur l'orbite de la Lune, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, donc on l'appelle la Lune noire, puis est associée dans la mythologie à la première femme d'Adam, juste avant Ève, dans le Jardin d'Éden. Puis ça a été la femme qui a quitté le Jardin d'Éden volontairement parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à l'homme. C'est tellement hot. Ouais. Donc, en astrologie, on l'associe à vraiment cette idée-là de sortir des normes, d'oser l'émancipation féminine, j'ai envie de dire. Puis ça a été la saison dans laquelle on a eu un premier couple de femmes. Marjorie et Cynthia. Oui, puis ça a été intéressant de voir à quel point ça n'a pas nécessairement été accepté. On les prenait moins au sérieux parce que dans notre société, c'est quelque chose aussi qu'on peut sentir pour les couples de femmes, tu sais, que tu vas changer d'idée, tu sais, tu vas revenir avec les hommes. Puis à ce moment-là, ça a été ça, ça a été vraiment représenté. Fait que pour moi, l'élite sur l'ascendant, je dis souvent que quand on a soit un astéroïde, une comète ou une planète qui vient toucher notre ascendant, c'est que cet archétype-là vient s'exprimer dans notre identité. Donc, j'ai l'impression que l'archétype de Lilith est comme de faire coucou dans cette saison-là. Très intéressant. Et il y a eu la fameuse triche d'Héloïse cette année-là aussi, qui est quand même notable. Et ça nous amène vers OD dans l'Ouest en 2021. L'année où Steven et Inès ont gagné, qui est le premier couple issu de la diversité à gagner Occupation double. Oui, avec l'ascendant Verseau, on voit vraiment une identité qui est unique, qui est différente, qui veut innover justement avec le premier couple gagnant qui était un couple de la diversité. Ensuite, on a sorti du moule, on a sorti des structures, on a voulu progresser. Il y avait aussi le transit de Jupiter en Verseau. On a exploré des nouveaux concepts dans l'aventure avec les deux maisons en parallèle. Il y avait comme deux aventures. J'avais oublié cette histoire-là. Oui. Il y avait même 3... Non, là, je me trompe, avec OD chez nous. Il y avait 2 aventures. Donc, on a exploré un nouveau concept. Voilà. Pour moi, le Verseau, c'est comme cette idée-là de sortir de la boîte. Fait que c'est comme tu sors de la première maison, tu t'en vas dans la deuxième. C'est vrai, oui. Oui, puis il y avait aussi, tu sais, pour moi, le Verseau, c'est aussi l'idée de prendre conscience de la diversité de types d'êtres humains qui sont présents sur la planète, puis de faire un point d'honorer cette différence-là, voire même de célébrer la différence de tous et chacun. Fait que je pense qu'il y a autant d'énergie de Verseau cette année-là. Je trouve ça intéressant de voir que ça s'est présenté jusque dans le couple gagnant aussi, tu sais. Et c'est une année où est-ce que Vénus est en Scorpion. Donc, dans la carte du ciel de OD dans l'Ouest, au début de l'émission, Vénus était en Scorpion. Puis c'est une saison qui misait beaucoup sur la loyauté aussi, parce que les gens se sont casés vite et le papillonnage était mal vu, un peu comme la saison précédente avec Vénus en Cancer. Donc, Vénus dans des signes d'eau, on est peut-être un petit peu moins porté, ou plus besoin de sécurité affective. Donc, on a plus envie d'être dans quelque chose de certain. Surtout Scorpion, c'est un signe qui peut être possessif, peut être jaloux parfois et aime l'intensité. Et le couple gagnant est encore ensemble à ce jour de ce coup-ci.
Oui. Hein? C'était qui? C'était Inès Ah oui. Je m'en souviens plus. Et finalement, Notre rôle. pas finalement, parce qu'il y a aussi la saison d'OD Andalousie, mais OD Martinique en 2022, where the shit hit the fan. Fait que ça a vraiment été la saison. Tu vois, je l'ai pas écouté cette saison-là, mais j'ai quand même voulu faire des recherches dessus parce que ça a été tellement intense, tout ce qui s'est passé, puis j'ai trouvé plein de choses. Fait qu'à quel point l'astrologie peut être littérale parfois. Ben oui. Ça a été la saison de l'intimidation, mais aussi la saison des pertes des commanditaires. Ben oui. Puis je le vois beaucoup à travers la rétrograde de Saturne en Verseau à ce moment-là, qui était dans leur maison 11. La maison 11 en astrologie gouverne la communauté. Pour moi, c'est un peu comme le public de l'émission. Fait que c'est comme un peu d'aller à contre-courant ou d'être aliéné peut-être d'un groupe quand on regarde Saturne qui va vers l'arrière puis qui défait les structures dans lesquelles on a envie d'être. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là que la réputation dans le collectif a tiré de la patte un petit peu, puis même la connexion en groupe pour les candidats. Puis avec tout ça, il y avait un aspect de tension qui se créait entre Saturne et Uranus à ce moment-là, qui venait créer des défis au niveau de la maison 2. Uranus était dans la maison 2 en rétrograde aussi à ce moment-là. Puis la maison 2 en astrologie, c'est les finances, c'est l'argent, c'est les ressources. Puis ça a été le moment où justement, ils ont perdu leurs commanditaires, ils ont perdu des ressources, ils ont perdu des finances. Puis en même temps de tout ça, je me souviens très bien de ce moment, mon retour de Mars. Le tien aussi, d'ailleurs, l'année passée, Mars en Gémeaux, qui était rétrograde à l'automne 2022. Puis Mars, tu sais, c'est souvent la planète de l'action, mais aussi du conflit, des réactions. Dans l'énergie du Gémeaux, il y a cette tendance-là à la communication, les paroles. Fait que pour moi, Mars en Gémeaux, c'est des conflits verbaux, tu sais, c'est un obstinage, c'est comme tout ce qui passe par notre parole, puis qui est de la colère, d'une certaine façon. Fait que je trouvais que ça aussi, ça faisait quand même beaucoup de sens. Puis en même temps, finalement, un autre point karmique, le retour des nœuds lunaires. Fait qu'on a des nœuds lunaires à notre naissance. Lorsque les nœuds reviennent à leur endroit où ils étaient à notre naissance, ben c'est comme si on vivait un genre de revirement de situation dans notre vie qui vient vraiment nous transformer puis nous aider à intégrer certaines leçons. Puis j'ai l'impression que ça a été ça que Occupation Double a vécu l'année passée. On le voit déjà dans la saison de cette année que les choses commencent à changer. Puis ils viennent juste de finir leur retour de nœud lunaire. Fait que c'est quand même intéressant que ce soit en même temps. C'est comme pas mal avec l'éclipse du 28 octobre 2023 que ça se termine pour de vrai, tu sais. Oui, puis tu sais, tu parles du retour des nœuds lunaires. Chez les individus, ça arrive autour de 18 ans, de 36 ans. Tu sais, fait que c'est intéressant de voir que les êtres humains, en fait, à certains âges, on a des cycles au niveau de l'astrologie qui s'inscrivent dans des transformations profondes ou des invitations à réfléchir à certains trucs dans nos vies, mais qu'en tant qu'entité, autant les pays, les émissions de télévision, ça a l'air que les entreprises vont aussi vivre ces moments-là. Tu sais, on parlait de l'opposition de Saturne un peu plus tôt aussi. Fait que je pense que pour les 18 ans d'Occupation Double, OD devenait majeur cette année-là, pretty much. J'adore. Fait que c'est comme, OK, maintenant, tu sais, comment est-ce que ça va se déballer, tout ça? Et ça nous amène à cette saison-ci, la saison d'OD Andalousie, qui termine justement ce retour de nœud lunaire-là. Donc, je regardais qu'est-ce que j'ai écrit précis qu'on a. Ah oui, on a généré une carte du ciel spécifique pour OD Andalousie aussi, comme on le fait pour les autres saisons. Donc, quand on regarde la carte du ciel de cette année, OD Andalousie, on a un soleil en balance cette année. Non, je regarde OD Bali, excusez-moi, j'étais comme, ça fait pas de sens. OD Andalousie, c'est sûr que le soleil est en vierge. Oui, soleil en vierge, ascendant Verseau et la lune en lion. Moi, j'ai ascendant poisson, lune en Ah, ben vous avez la bonne date. Je pense qu'on s'en était parlé. Oui, c'est ça. Fait que c'est ascendant poisson et lune en balance. En balance, parfait. Oui, avec l'ascendant poisson, tu sais, je pense qu'avec la saga d'intimidation de l'an dernier, c'est comme si OD a vu ça comme une opportunité de revenir en force. Puis avec le poisson, on a vraiment l'idée de comme on est tous unis, on est tous un. Puis là, ils reviennent en force cette année avec beaucoup de compassion. On continue, on est fait fort, on est tous unis, on
on poursuit. Puis ils ont dû faire preuve d'imagination, de créativité aussi. Cette année, ils ont apporté une nouvelle chanson, nouveaux animateurs. Après ça, nouveau concept pour le tapis rouge aussi, le concept de date plutôt. Ouais. C'est ça, moi je le vois vraiment comme, malgré la saga de l'an dernier, ils ont eu la sagesse de voir ça comme une chance, puis ils n'ont pas baissé les bras, ils se sont dit on continue. Ouais, puis tu sais, pour les avoir rencontrés en personne, les candidats avant leur départ en Andalousie, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué que, bon là c'est sûr, je les connais pas excessivement bien personnellement, mais il y a personne qui m'a inquiétée. J'étais comme, ça a vraiment tout l'air d'être des bonnes personnes. Ils ont une grande ouverture. Ouais. Ils ont l'air d'être quand même spirituels aussi dans leur façon d'approcher les choses. Ouais, tu sais, comme, malgré l'âge de certains candidats, des personnes qui étaient plus jeunes, je trouvais que c'était toutes des gens qui avaient l'air d'avoir un bon cœur. Comme je les ai vraiment toutes aimées. J'étais comme, cute, je les aime cette année, ces gens-là. Ouais. Sinon, comme tu allais dire, Laurie, Lune en balance? Oui, Lune en balance dans la maison 8. Donc, c'est comme s'il y avait un besoin cette année d'être en relation, d'établir un partenariat avec la maison 8 aussi, d'avoir accès aux ressources de l'autre. Il y a un besoin d'harmonie qui règne, surtout après la saga, justement, d'intimidation de l'an dernier. Puis, à date, je sais pas pour le reste de la saison, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux pour apprendre à connaître les défauts ou les red flags des autres candidats. Puis là, moi, je le voyais avec la maison 8. C'est comme les parts d'hommes un peu, nos secrets. C'est ça, peut-être nos petits secrets cachés qu'on veut pas que les autres voient, mais là, c'est comme s'ils vont creuser là-dedans, pour divulguer ça, là, ouais. C'est vrai, ça. Puis il y a aussi Mars qui est en balance aussi avec la Lune, évidemment. Puis c'est intéressant parce que Mars, c'est une planète de rapidité. Puis le signe de la balance, c'est un signe de partenariat. Fait que souvent, faire des couples rapides, là, il y en a beaucoup au moment où on se parle, des couples déjà dans la saison. Puis Mars, quand il se trouve en balance, c'est son signe de détriment. Donc, Mars, son signe auquel on l'associe, c'est le bélier. La balance, c'est le signe opposé du bélier. Fait que pour moi, c'est comme si le naturel de Mars, qui serait de réagir rapidement, de créer des conflits, de prendre des actions qui nous sortent de notre zone de confort, c'est comme s'il serait calmé un petit peu. Puis que là, on est plus dans prendre action pour l'harmonie, un désir d'équilibre, un désir de partenariat, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de plus doux, je trouve, dans cette saison, puis dans l'impulsivité que les candidats pourraient avoir, tu sais. On n'a pas vu de grosses chicanes, de gros pétages de coche, puis... Et pourtant, tous les candidats ont des signes d'air et des signes de feu. C'est surprenant. Ben, sérieusement, pour vrai, quand je regardais leur carte du ciel avant de les rencontrer, je me disais, Chris, y a-tu un signe d'eau dans la gang? Il y avait Joannelle qui était Scorpion. Il y a Anthony qui est Taureau. Oui, Anthony est Taureau. Puis sinon, il y a, je pense que maintenant, il y a Alexandra aussi qui est Capricorne, si je ne m'abuse. Ça se peut, oui. Mais à part de ça, c'est que des signes de feu et des signes d'air. Fou. Peut-être qu'on va voir, justement, là, au moment où on se parle, Mars est entré en Scorpion. Fait que dans quelques semaines, on va le voir dans l'émission. Fait que peut-être que les chicanes vont plus se présenter. Tu sais, ce que je trouvais intéressant aussi avec Mars en balance, c'était que il y avait vraiment ce désir-là de ne pas déplaire aux autres. Tu sais, on le voit surtout à travers les filles, tu sais, qui ont le même top 1, puis qui sont comme... Il n'y a pas de compétition. Ils sont comme, je veux juste rester amie avec toi, tu sais. Puis souvent, c'est ça, l'énergie de la balance. Ouais, puis en même temps, tu sais, si on prend un peu de recul, un peu de l'astrologie, ça doit tellement affecter l'expérience des gens que d'être conscient des répercussions que les dernières années ont eues sur la vie des candidats. Tu dois vraiment... Tu sais, je pense aux premières saisons d'Occupation Double, aux personnes problématiques qu'on ne nommera pas ici, qu'il y a eu dans les premières saisons, à quel point il n'y avait pas encore conscience de ce qui les attendait à leur sortie. Tandis qu'aujourd'hui, après 18 ans de ça, moins 4 ans de pause, les gens sont tellement plus aware que genre, hey, il faut que je me watch. Fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de naturel, un peu plus de courtoisie, de politesse, un peu plus de masque de je vais faire attention, signe de la balance, tu sais. Fait que ça doit être particulier de marcher dans ces terrains-là. Vraiment. Puis je pense qu'il y a le fait aussi qu'avant, les réseaux sociaux prenaient pas autant de place. Tu sais, là, peut-être le public pouvait pas autant réagir qu'il voulait, mais là, vraiment... C'est possible de le faire tout le temps, là, en tout temps. Puis tu vas nous parler de Jupiter rétrograde en Taureau qui fait un carré avec Vénus en Lion aussi. Oui.
Parle-nous-en tout de suite, puis je vais rajouter mon petit grain de sel après. OK. Bien, si je commence avec Jupiter en taureau, on a l'idée de faire preuve de patience, de prendre son temps pour éventuellement connecter avec un ou une candidate, avoir une belle opportunité de rencontrer son ou sa future partenaire. Puis avec Jupiter en maison 4, il y a la notion de trouver quelqu'un qui va... avec qui on va pouvoir bâtir un foyer, une famille. C'est la maison 4 qui est au niveau du foyer de la famille. Donc, on a ce placement-là qui fait un carré, donc un aspect de tension avec Vénus en Lion qui a un désir de connecter rapidement. Il y a une passion, il y a comme un désir de romance, d'avoir du plaisir, de faire preuve d'authenticité. Donc, il y a comme un clash entre ces deux placements-là. Ouais. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça. Puis, une autre manière qu'on peut l'observer, c'est, tu sais, Vénus en Lion, on peut le voir comme le désir d'être vu, en quelque sorte, dans les relations, surtout avec le lien avec Jupiter, des relations un peu parasociales, comme ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Puis c'est intéressant de voir comment, à travers les années, la présence ou l'impact des candidats sur les réseaux sociaux a beaucoup diminué cette année à comparer aux autres années. Dans OD chez nous, les gens sortaient d'Occupation Double avec des centaines de milliers d'abonnés. Aujourd'hui, les candidats qui sont sortis, il y en avait qui n'avaient même pas 5000 abonnés à leur sortie. C'est énorme, tu sais. Puis, quand on pense à Occupation Double comme entité, c'est sûr qu'à l'époque, c'était une émission. Mais maintenant, associé avec Production J, il y a aussi une agence de représentation. Fait qu'ils représentent les candidats qui sont rendus influenceurs. Donc, même niveau finance, avec le nœud sud en taureau, il doit avoir une perte financière à ce niveau-là parce que tu peux pas autant rentabiliser les talents que tu es en train de créer en les mettant à l'écran, tu sais. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, tu sais, Jupiter, justement, en taureau, mais qui est rétrograde, c'est comme l'abondance est peut-être un petit peu un peu moins à flot, on va dire. Plus passive, exact. Plus lente, oui. Parce que ça se peut qu'éventuellement... Et puis je dis ça, j'ai même pas tant regardé sur TikTok, là. C'est peut-être moi qui est rendu dépassée puis qui a pas fait mes due diligence, là. Mais comme sur Instagram, ils n'ont pas beaucoup de followers. Non, sur Instagram, non. J'ai remarqué. Mais sur TikTok, peut-être que justement, c'est juste le temps que ça prend puis que dans quelques semaines, ils vont être super connus sur TikTok, tu sais. Who knows? Mais je trouvais que justement, Vénus en Lion, ce besoin d'être vu là, d'avoir une certaine notoriété, de popularité, avec Jupiter en taureau, il y a une tension qui est là que je trouve intéressante. Et finalement, Pluton rétrograde en Capricorne. Je trouve que la position de Pluton est super intéressante cette année parce que la planète est comme dans une situation où elle fait beaucoup de va-et-vient entre le Capricorne et le signe suivant qui est le Verseau. Fait qu'elle a un petit peu comme les fesses en deux chaises, on va dire. Puis... moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a des grands changements qui se profilent à l'horizon pour la société de manière générale, mais pour OD aussi. Et dans le but d'instaurer un certain progrès, j'ai envie de dire, ou dans la recherche de progrès, de faire les choses différemment, puis surtout pour honorer le caractère unique de chaque individu. Mais on est toujours ramené dans le passé, les conventions. C'est un peu ça, les fesses entre deux chaises de Pluton, la planète de la transformation, qui navigue dans le Verseau, puis qui est comme, oui, le progrès, on s'en va-tu vers un OD queer, peut-être? Et là, le Pluton qui retourne en Capricorne, puis comme, non, on veut retourner dans les conventions, on a encore des choses à transformer, à régénérer ici. Fait que je pense que c'est une période pour méditer sur les choses que l'on garde par esprit de conservatisme, genre conservation, on va dire, ça se dit pas super bien, et juste parce que ça a toujours été fait comme ça. Tu sais, l'idée que c'est OD avec une maison de filles, une maison de gars, ça a toujours été fait comme ça. On n'a jamais tant brassé cette convention-là. Puis peut-être que l'invitation, c'est de méditer là-dessus en ce moment. T'sais. Mais c'est sûrement en 2025, quand la planète va vraiment entrer définitivement dans le Verseau et pour les prochaines 19 ans, fait que c'est jusqu'en 2043 que Pluton va être en Verseau, c'est peut-être là qu'on va vraiment sentir qu'il y a certains bouleversements de OD tel qu'on le connaît.
Et encore là, c'est si OD est encore là à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on est rendu à vous parler du futur d'Occupation Double. Puis je vais commencer en offrant certains conseils évolutifs. OK? En tant qu'astrologue évolutive, si j'avais, je sais pas, Julie Snyder en face de moi, ici, puis qu'elle était comme, bon, c'est toi. Pareil, comme, pareil. J'ai envie que tu m'aides, que tu me conseilles d'un point de vue astrologique, qu'est-ce que j'aurais à faire avec OD? Si j'avais un conseil à donner avec Saturne qui se profile en maison 12 en ce moment, j'aurais probablement dit pour 2023 de prendre un break. Moi, c'est le conseil que j'aurais donné, de laisser le temps de mettre les efforts nécessaires pour faire le travail en arrière-scène et le faire pour se questionner sur la réelle mission d'Occupation Double, puis de ce qu'on souhaite apporter dans la collectivité, tu sais, comme je disais un peu au début, de se questionner sur la mission spirituelle de l'émission. Tu sais, si on est dans un esprit un peu plus utopique, idéaliste, là, qu'est-ce que tu souhaites pour le collectif, puis comment est-ce que toi, en tant qu'émission qui est dans une posture d'influence, comment tu peux avoir un impact sur ça? Fait que je pense que la petite pause, le petit moment de retrait aurait été la bienvenue pour faire mettre ces efforts-là en arrière-scène. Et qui sait, peut-être qu'en ce moment, il y a OD tel qu'on le connaît, puis qu'il y a du travail qui est fait en arrière-scène pour les prochaines saisons. On le sait pas en même temps, tu sais. Puis je pense que c'est aussi important de redéfinir plus précisément l'identité de l'émission, puis revoir le concept de couple, surtout avec le nœud sud en balance en ce moment. Sinon, l'idée d'apporter une dimension travail sur soi, développement spirituel à l'émission, un peu comme on le voit dans Too Hot to Handle, je ne sais pas si vous l'avez écouté sur Netflix. Ça n'existe pas en français, là, mais c'est comme une télé-réalité où est-ce que les gens ne savent pas qu'ils s'en vont dans cette réalité, dans une télé-réalité. Ben, pas celle-là. Okay. C'est des gens qui sont supposément très chauds. C'est une question de goût. Selon qui, on sait ça. Il y a des gens comme... Ben, tu serais pas de mon goût à moi. Il y a des gens chauds qui sont mis sur une île déserte et ils n'ont pas le droit de se toucher, de s'embrasser parce qu'ils sont invités à créer une réelle relation d'intimité entre eux. Wow! Mais les ateliers qui sont offerts à ces candidats-là, c'est comme peinture corporelle, des rituels pour laisser aller les peurs. Tu sais, comme il y a cette dimension un peu plus wou-wou-là qui est apportée. Il essaie de les tenter aussi, là. Ben oui, 100%. C'est pas juste un truc de... Ouais. Ça a bien l'air bon. Ben, c'est du développement personnel qui fait un peu rouler les yeux des fois, là. Tu sais, c'est comme... OK, ouais, c'est bon, mais j'aime cette idée-là de challenger les gens à se questionner puis à potentiellement laisser leur ego de côté pour laisser leur réelle personne briller. Ouais. Tu sais, fait que ce genre d'atelier-là à OD, je pense que ça serait intéressant à observer. Ça permettrait que les gens s'ouvrent davantage, puis peut-être que ça viendrait inspirer les gens aussi qui l'écoutent. Si tu avais comme une conversation où est-ce que les gars parlaient de masculinité, par exemple, puis de comment ils vivent leur masculinité, puis peut-être qu'il y a des garçons qui écoutent cette émission-là qui seraient comme « Ah ouais, je me vois dans ce qu'il dit, puis moi aussi, j'ai du travail à faire là-dessus. » Peut-être que plutôt de faire des jeux autour des red flags, puis du gossip, puis des choses comme ça, de faire des jeux qui vont amener à « C'est quoi, toi, tes peurs? C'est quoi tes plus grands doutes? » Genre plus profond. Moi, en tant que scorpion, je serais comme « Oui. » Tu vas y aller? Oui, non. Pas, par exemple. Je pense que c'est l'âge. À moins qu'il fasse un OD génération Pluton à Scorpion. Ouais, ça serait deep. Moi, je serais tellement pour... Parce que là, cette année, il y a l'émission de Bachelor, que j'ai jamais écoutée, mais je sais que c'est un Bachelor Golden Age, fait que Bachelor Âge d'or. Puis c'est tellement hot. Je vois des clips sur TikTok, puis je trouve ça a l'air tellement bon. Imaginez un OD Âge d'or. J'adore. Ça serait malade. Ouais. Je trippe sur les couples âgés. Moi, je trouve ça tellement cute. Oui, puis tu sais, imagine des couples âgés qui s'entorchent de ce que les gens pensent d'eux. Ils n'ont pas les réseaux sociaux. Tu sais, ils sont juste comme... Moi, je m'en viens ici, puis... j'ai pas mon dentier, on s'en fout. Ou comme, moi, j'ai 75 ans, ma sexualité, elle est encore vive. Ça serait on malade. Veut voir ça. Oui, 100%. Peut-être pour briser les tabous aussi. Des fois, on a comme des tabous sur les couples plus vieux.
Mon Dieu, on fait tellement d'agisme dans notre société. On n'en voit pas, là. Non, même dans les émissions, c'est rare, là. T'avais d'autres prédictions pour nous? Moi, j'avais envie de faire une petite prédiction pour le fun, puis je trouve que ça suit bien ce que tu disais par rapport à Saturne, qui est dans leur maison 12 en ce moment, la maison 12 qui marque une fin de cycle, un laisser-aller. Puis le fait que ce soit Saturne, je trouve ça intéressant. Puis là, ça m'amène à une petite technique d'astrologie traditionnelle, c'est d'aller voir le maître de l'image publique, le maître de la carrière. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt, le milieu du ciel. La maison 10 est en Capricorne, puis la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. Donc, quand on va vouloir voir l'évolution de l'image publique d'Occupation Double, on va aller voir les transits de Saturne. Fait que j'ai été voir ça, puis j'étais comme, OK, j'ai l'impression qu'avec Saturne dans la maison 12, dans les prochaines années, 2024, 2025, ça va être comme une désintégration de ce qui a été tranquillement. Peut-être qu'il va y avoir d'autres saisons, mais qu'il y a des choses qui vont se déconstruire jusqu'à 2026, je crois. Un petit instant, on va le sentir 2026, une nouvelle ère en 2027. Oui, exactement, parce que Saturne va rentrer en Bélier en 2026 dans la maison 1. Fait un transit de Saturne dans la maison 1, autant au niveau d'occupation double que d'une personne, c'est souvent une restructuration de l'identité. Puis j'ai l'impression que dans cette énergie-là du Bélier, il va peut-être avoir un côté un peu plus compétitif, peut-être, un peu plus individualiste, peut-être des personnes seules dans des cabanes, peut-être un genre de Survivor. Genre, j'ai l'impression que ça va être moins orienté couple que individuel, tu sais, qui va vraiment avoir cette idée-là des personnes seules, peut-être. Mais tu vois, dans Too Hot to Handle, à la fin, il y a une personne qui... Je ne sais plus c'est qui gagne, mais il y a quelqu'un qui gagne qui a été la personne qui a vécu la plus grande transformation intérieure. Wow! Qui a le plus évolué au fil du parcours selon... selon la juge qui est un cône, mais en tout cas. La juge est un cône? Oui, c'est comme un genre de... un peu Google Home, là, genre. OK, Pluton en Verseau, allô? Oui, c'est ça. Il l'appelle Lana, puis c'est elle qui donne les messages. Fait que le boss de la maison, c'est comme un cône, une voix off qui est très drôle, en fait. Ouais. Moi, j'écoute Too Hot to Handle principalement pour Lana, qui me fait vraiment rire avec ses commentaires puis son ironie. Ouais. Et finalement, pour toi, Laurie, tes prédictions? Oui, ben c'est sûr que ça revient un peu à certaines choses qu'on a déjà dit, mais vraiment, Pluton en Verseau, je pense que peut-être le concept de couple qui est amené à être revisité, tu sais, couple hétérosexuel, hétéronormatif. Ouais. Donc, il y a ça avec Pluton en Verseau, tu sais, on a l'idée de transformation, d'évolution, de différence. Sinon, l'utilisation des technologies est peut-être appelée à grandir encore plus. Tu sais, là, on le voit, on fait vivre les candidats sur Instagram. On n'a plus juste l'émission d'OD, on a vraiment comme... on fait vivre les candidats pendant la saison. C'est ça. On fait même des podcasts aussi pendant la saison. Puis il y a peut-être, tantôt, c'est intéressant, tu parlais que les candidats ont peut-être moins d'abonnés sur Instagram, peut-être se tourner vers d'autres plateformes. Tu sais, justement, peut-être TikTok, ou je sais pas, là, je nomme des choses comme ça, mais il y a vraiment quelque chose avec... Ils vont tous avoir des plateformes Goodreads, puis on va voir c'est quoi. Oui, c'est ça. Lecture du moment. Ben écoute, si c'est un concept plus spirituel, on sait pas. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec la technologie qui est appelée à être développée. Quand OD robot. Oui, et avec le AI, oui. Mais avant OD robot, moi j'aimerais vraiment savoir un OD queer. Oui. OD âge d'or ou OD queer, ça serait. Là, tu irais-tu? Bon. À OD queer, moi, aucun occupation d'âge. J'ai passé l'âge, anyways. Ah, puis ça prend tellement comme. Faut que tu prennes le risque, là. Oui. Je pense que ce côté-là, je serais game, tu sais, d'oser. Mais vivre ton intimité en public en tant que scorpionne. Je pense que je choisirais très bien ce que je décide de révéler. J'aurais un côté stratégique à ce niveau-là. Tu sais, que je serais consciente de mon image. Mais. Non, je ressens pas le besoin. Tout simplement. Fait que bref, merci d'avoir d'être rentré dans ce rabbit hole avec moi. C'était vraiment fun de vous avoir. Merci. Conversation super riche. Comme j'ai dit un peu plus tôt, si les gens veulent plus d'informations sur vous, tout est dans les notes du podcast. Et je rappelle aux gens à la maison que pour supporter le podcast, la meilleure manière, c'est de partager les épisodes, donner 5 étoiles, soit sur Spotify, Apple Podcast, name it, commentaires sur YouTube, tiens, parce qu'on est maintenant aussi sur YouTube. Envoyez-le à votre tante qui trippe sur l'astrologie ou à votre cousine qui aime OD puis qui a son signe solaire de tatouer sa fesse, peu importe. Ça nous encourage énormément.
Et on va se retrouver le mois prochain pour la météo astrale du mois de décembre. Merci!